Sud Radio vous explique qu'après 30 heures de négociations, les députés européens se sont finalement mis d'accord sur la réforme du marché de l'Europe du carbone. Volet central du Green Deal de l'Union européenne. Il est présenté comme un accord historique. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Benjamin Glaise. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors vous êtes économiste, essayiste, expert en énergie, auteur du livre Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant. C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Avant de revenir donc sur cette réforme du marché européen du carbone, un mot concernant le plafonnement du prix de gros du gaz. On l'a appris hier, les 27 qui se sont mis d'accord sur un plafonnement à 180 € par mégawattheure. C'est une bonne nouvelle, ça Philippe Murer. Ça va protéger d'une certaine manière les citoyens de la flambée des prix de l'énergie. Le problème, c'est qu'on achète notre gaz à d'autres gens, et notamment la Russie et d'autres pays. Et ces pays, si le prix de marché il est à 200, eh bien, je ne crois pas qu'ils vont facilement accepter de le vendre à 180 pour les beaux yeux des Européens. La Russie a déjà réagi assez violemment d'ailleurs. Exactement. Donc, je ne suis pas du tout sûr que ce soit quelque chose qui fonctionne et qui puisse fonctionner. On verra à l'usage. On verra effectivement ce que ça donne. En tout cas, passons donc à cet autre texte, je le disais, adopté par l'Europe, réforme du marché européen du carbone. Pourquoi elle est présentée, cette réforme, comme historique? C'est vraiment le cas? C'est vraiment le cas. En tout cas, pour vous présenter quand même aux auditeurs ce que c'est que l'idée générale de ce marché du carbone, de ces taxes carbone, c'est de faire monter suffisamment haut les prix des énergies fossiles, les émissions de CO2, donc les prix des énergies fossiles, pour faire baisser drastiquement la consommation d'énergie fossile. C'est important de le préciser, c'est-à-dire que l'Union européenne a comme objectif de faire baisser de pratiquement moitié la consommation d'énergie fossile 55%, pour 2030, et pour 2030 par rapport à 1990, et d'avoir une consommation d'énergie fossile et de CO2 quasiment nulle en 2050. Voilà. Et donc, pour faire monter ces prix des énergies fossiles, les outils, c'est la taxe carbone ou les quotas carbone avec un prix qu'on peut acheter ou vendre du carbone sur un marché européen du carbone. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Et ça existait depuis 2005, il faut bien voir, les quotas carbone pour les industries énergivores. Et c'est pour répondre à cela, d'ailleurs, au défaut de ces quotas carbone qu'a été votée cette taxe aux frontières. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les industries européennes énergivores, c'est-à-dire celles qui produisent du fer, de l'acier, de l'engrais, les raffineries, etc., en fait, avaient des quotas carbone et qui baissaient de plus en plus. Là, les quotas sont en baisse en 2020 de 20% par rapport à 2005 et ils seront en baisse de 40% en 2030. Et le problème qu'ils avaient, c'est que du coup, ils avaient, bien sûr que ça permettait de faire baisser les émissions de CO2 et la consommation d'énergie fossile, mais ça faisait monter aussi les prix de revient des usines européennes qui devenaient non compétitifs. Donc, ce qu'a réglé ce texte européen, c'est de dire les autres entreprises asiatiques, chinoises, américaines vont devoir aussi payer une taxe carbone équivalente au problème de coût des entreprises européennes. Et ça, c'est important en termes de concurrence, effectivement, économique entre les industries sur le plan international. Dans chaque réforme, il y a des gagnants et des perdants. J'ai envie de dire, ici, dans quel cas se trouvent les ménages? C'est important pour les Français qui nous écoutent, Philippe Murer. C'est des gagnants ou des perdants? Les ménages, en fait, ils payaient déjà en France une taxe carbone. De 45 € par tonne. On en parle peu, mais ils le payaient, et c'est ça qui avait fait monter, de le préciser. Tout à fait. Et c'est ça qui avait fait monter, vous vous rappelez, les prix de l'essence de façon tellement importante en 2018 que d'ailleurs, on avait eu le mouvement des Gilets jaunes. Cette hausse des prix de l'essence, c'était la hausse de la taxe carbone sur les carburants. En Suède, il y a 100 € par tonne. C'est à tel prix qu'est la taxe carbone. Dans d'autres pays, c'est 0. Donc, en fait, l'Union européenne est en train d'harmoniser, de faire monter et d'harmoniser la taxe carbone en Europe. C'est bien sûr un impôt européen sur l'énergie fossile pour se déplacer et pour se chauffer. L'idée, c'est de faire monter le prix des énergies fossiles, des carburants, pour que les gens, en fait, se mettent à acheter des pompes à chaleur ou des choses comme ça, ou des voitures électriques, pour éviter de dégager des émissions de CO2 et donc de consommer de l'énergie fossile. L'idée, c'est de les forcer finalement à faire cette transition écologique, mais quand on n'a pas les moyens de le faire, comment fait-on justement ? C'est tout le problème. L'idée, c'est la théorie des anticipations rationnelles en économie, mais les gens n'ont pas les moyens de le faire. En plus, les gens ne sont pas informés. Vous avez parlé de taxe carbone en France sur les ménages. Vous voyez, vous n'étiez pas au courant parce que c'est effectivement
peu connue, et puis c'est encore moins connu qu'elle va le monter. Mais ce qui est plus bizarre, si vous voulez, c'est qu'en fait, cette usine à gaz bureaucratique, là j'ai étudié ça en détail, c'est une usine à gaz bureaucratique vraiment, qui me semble très dangereuse, parce qu'en fait, on risque d'avoir les mêmes problèmes que les marchés européens de l'électricité. Vous voyez, ces marchés européens qui ont fait envoler les factures d'électricité chez les boulangers, chez les commerçants, et qui sont en train de les ruiner. Et moi, je trouve que c'est une usine à gaz. L'autre problème, c'est que l'Union européenne, elle est pour les éoliennes et les panneaux solaires, qui ne produisent de l'électricité, par exemple, que un tiers du temps, quand il y a du soleil ou du vent. Et le problème, c'est que le 2 tiers du temps, vous avez de l'énergie fossile quand même, que vous êtes obligé de lancer pour avoir de la production d'électricité quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Donc, l'Union européenne, si elle devait être cohérente, devrait favoriser, bien entendu, le nucléaire, pour avoir vraiment, parce que le but, c'est d'avoir zéro énergie fossile en 2050, ce qui est extrêmement ambitieux. En tout cas, dernière chose. Allez-y. Merci. C'est pas une bonne méthode. Parce qu'en fait, moi, la méthode qu'ils font, c'est faire monter le prix des énergies fossiles, donc des carburants, etc., pour que les gens soient forcés de passer à zéro énergie fossile avec une énergie propre. Moi, je pense que c'est la méthode inverse qu'il faudrait prendre. Il faudrait produire par planification de plus en plus d'énergie sans CO2, nucléaire, éolienne ou solaire, pour avoir beaucoup d'énergie sans CO2, et à ce moment-là, vous pouvez monter les taxes à ce moment-là. Mais on a tout inversé le processus. Et la France le faisait avec le plan Messmer. Vous voyez, quand en 74, il y a un problème de pétrole et qu'on veut produire de l'électricité propre, de l'énergie propre, sans pétrole, que fait Messmer, Pierre Messmer, Premier ministre? Il lance un programme énorme de construction de centrales nucléaires qui fait qu'on passe de 0 à 50 centrales nucléaires et qu'on se retrouve avec énormément d'électricité nucléaire très propre. Et en fait, les ménages ne voient même pas le problème et on réduit la pollution, on réduit la consommation d'énergie fossile de façon complètement indolore. Moi, c'est cette méthode que je préférerais. On l'aura compris. Merci beaucoup, Philippe Murat, pour cet éclairage ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, économiste, essayiste, expert en énergie, auteur de ce livre « Comment réaliser la transition écologique ?» Un défi passionnant, c'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci pour cet éclairage et bonne journée à vous.